Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vous fais du contenu sur le lâcher-prise. Comment lâcher prise? Euh, puis, euh, Dans le fond, c'est quoi exactement le lâcher-prise? C'est quoi? Dans le fond, c'est l'art d'accepter les choses qu'on ne peut pas changer. Donc, c'est toutes les choses sur lesquelles on n'a aucune prise, toutes les choses sur lesquelles on ne peut pas changer, finalement. Le lâcher prise, ben, ça consiste pas juste à être calme puis à rester zen. C'est accepter le changement puis de s'abandonner face à ce qu'on peut pas contrôler. Donc, parfois, c'est de perdre des choses pour se rendre compte qu'on a plus à gagner ou à trouver. Ça consiste aussi à être capable de modifier son regard sur le monde et sa perception de soi-même. Donc, c'est de s'ouvrir à l'imprévu sans devoir toujours être en résistance et de toujours combattre ça sans cesse. Le lâcher-prise, ça rime aussi avec acceptation, pardon. Ça demande parfois de faire le deuil de ce à quoi on tient aussi. C'est l'incapacité à accepter les événements. Puis ça, ce que ça fait, c'est que ça peut procurer beaucoup de souffrance, puis ça peut durer longtemps, ça peut durer toute une vie même, si on n'est pas en mesure d'accepter les choses qu'on ne peut pas changer. Lorsqu'on a, de la difficulté à lâcher prise, on a certaines distorsions cognitives, donc des pensées dans notre tête qui nous amènent finalement à rester dans cette souffrance-là. Ça fait beaucoup de dégâts. Il y en a trois. Il y a la culpabilité pour commencer. On souffre de ce qu'on croit qu'on aurait dû faire. Les choses qu'on regrette qu'on a fait ou qu'on n'a pas fait, ce qu'on aurait pu faire différemment. Puis dans le fond, c'est de vraiment surestimer le contrôle qu'on pensait avoir sur la situation. Ça, c'est si seulement on avait déjà eu du contrôle sur cette situation-là. Encore une fois, ça reste ce qu'on pense, mais en réalité, on n'a jamais vraiment le contrôle sur tout autour de nous. Puis, c'est de se dire aussi que cette situation-là est passée, on n'a plus rien qu'on peut changer par rapport à ça. Puis ça sert à rien de revenir en arrière parfois. Donc, ça permet finalement de lâcher prise sur certaines situations sur lesquelles on ne peut pas avoir de contrôle. En deuxième, il y a l'autodénigrement. Donc, on entretient l'idée que plus on souffre, plus on accorde de la valeur à cette situation-là, puis on va regretter de plus en plus, puis ça va comme nous donner de l'importance. Puis c'est pas ça qu'on veut. Le doute de soi vient en troisième, donc c'est l'estime de soi. Plus elle va être forte, plus elle va être solide, plus on va développer ce lâcher-prise-là. Puis lorsqu'on accorde trop d'importance à ce que pensent les autres, ça vient vraiment tout enlever. Ça vient tout enlever qui est notre propre volonté. Ça va tout enlever qui est notre manière de vivre, qui est authentique, parce qu'on va toujours aller l'enligner avec qu'est-ce que les autres s'attendent de nous, avec qu'est-ce que les autres veulent de nous ou nous demandent d'être ou de faire. Fait que ça l'enlève tout qui tu es finalement d'aller dans ce sens-là. Ensuite de ça, c'est quoi qui rend le lâcher-prise difficile? En fait, il y a plusieurs exemples que je peux vous donner en lien avec ça. On est dans une société de performance et de consommation. Ce que ça fait, c'est que on va aller beaucoup. Ces croyances-là vont beaucoup aller favoriser justement la culpabilité, le dénigrement, puis ça va énormément augmenter la pression, ce qui amène aussi beaucoup l'espèce d'enjeu d'anxiété aussi dans notre société d'aujourd'hui. Ces croyances-là, ben, c'est quoi ça fait? Ça fait que on se définit par ce que nous faisons et par ce que nous possédons. Donc, c'est là ici où on a les enjeux qui rentrent en ligne de compte que j'ai nommés juste avant. Puis, plus les personnes adhèrent à cette performance-là, à cette croyance-là, plus elles risquent de vouloir contrôler énormément leur environnement, les événements, les gens autour d'eux. Puis, dans le fond, pour être performant, puis pour se valoriser dans la société de consommation, ben, on doit suivre un certain nombre de critères qui sont importants, qui vont nous définir, puis sans lesquels nous sommes rien. Donc, ces gens-là vont vouloir se valoriser,
par la performance, puis en suivant finalement les différents critères que je vais nommer à l'instant. Puis s'ils n'ont pas ça, s'ils sont pas capables de remplir ces critères-là, ben c'est comme s'ils valaient rien, puis leur définition, leur identité, ben elle n'existe plus, alors que l'identité d'une personne se définit pas par ce qu'elle fait ou ce qu'elle produit finalement. Donc les exemples, nous avons des exemples de croyances. Je dois toujours réussir ce que j'entreprends. Ça, c'est quelque chose qui met beaucoup de pression chez les gens. Pression, on parle d'anxiété de performance, on en a beaucoup de plus en plus dans les écoles. Moi, c'est quelque chose que j'ai pu expérimenter, observer justement en travaillant dans les écoles comme éducatrice spécialisée. Une autre croyance, les autres doivent toujours m'apprécier et m'admirer. Comment se mettre autant de pression? L'échec est intolérable. Donc, vivre des échecs, de pas toujours réussir du premier coup, ça, on va se taper ça à la tête, hein, on va se faire chicaner. C'est ça qui va beaucoup alimenter cette pression-là, encore une fois. Je dois avoir une belle carrière puis une grande réalisation pour mériter le respect des autres, encore une fois. C'est toujours pour les autres. Je dois être productif et performant. Ça, c'est la belle société qui nous dit de faire ça. Puis, pour correspondre à ces critères-là, ben, comme je disais tantôt, on doit vraiment exercer beaucoup de contrôle. Beaucoup, beaucoup. Sur soi-même, sur les autres, sur les événements. Fait que c'est difficile de lâcher prise dans ce temps-là quand il faut qu'on adhère à ces critères-là. Puis il n'y a rien de pire, je pense, il n'y a rien de pire avec les autres, puis avec les événements, pardon. C'est ce qui... C'est ce qu'il y a de pire avec les autres, puis avec les événements, pardon, c'est que on n'aura jamais ce contrôle-là vraiment à 100%. Jamais, 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 jamais. Fait qu'au final, on finit souvent par être déçu. Être déçu, puis de vivre justement la culpabilité, le dénigrement de soi, de penser qu'on est un échec aussi. C'est difficile de lâcher prise aussi, parce que tu veux le contrôle sur quelque chose que tu n'auras jamais le contrôle finalement. Puis les conséquences de vivre ces déceptions-là, puis ces regrets-là, cette culpabilité-là, ben ce que ça fait, c'est qu'elles augmentent de plus en plus. Il y a un grand nombre d'autres situations qui peuvent nous faire souffrir. Donc les frustrations, les traumatismes passés, qu'on a de la misère finalement à effacer ces souvenirs-là. Peu importe c'est quoi les situations qu'on a de la misère à accepter puis à passer par-dessus. Le deuil d'une personne ou d'une relation qu'elle nous était chère. Le fait de ne pas nous accepter comme on est, puis de vouloir être quelqu'un d'autre aussi. De ne pas atteindre des objectifs qui sont vraiment, vraiment importants pour nous. Puis, quelle qu'elle soit la raison pour laquelle vous voulez lâcher prise, le point le plus important sur lequel vous devez porter attention, peu importe c'est pourquoi vous voulez lâcher prise, c'est le contrôle. Donc, le contrôle. Pour lâcher prise, il faut se concentrer sur ce sur quoi on peut changer, puis d'arrêter de mettre notre énergie sur les choses qu'on peut pas changer. Fait que l'important, c'est vraiment d'aller cibler les choses que je sais qui vont pouvoir améliorer ma vie. Qu'est-ce que je peux changer dans ma vie, dans mon environnement ou sur moi-même, que je sais que ça va améliorer ma vie, ma situation, mon quotidien. Le but, c'est pas de tout mettre son énergie sur les choses qu'on peut pas contrôler, comme je disais tout à l'heure, les gens, les choses qui arrivent, les événements. Il y a des choses qu'on contrôle pas. J'avais une belle affiche sur mes pages. On contrôle pas la maladie, les décès, la météo. Il y a des affaires qu'on pourra jamais essayer de contrôler. Puis c'est un peu le même principe. C'est qu'est-ce qui se passe dans la vie. Il y a des choses qu'on contrôle pas. Fait que focus ton énergie sur qu'est-ce que tu sais que tu peux améliorer puis changer pour t'aider toi. Fait que voilà. Ensuite de ça, comment on peut favoriser le lâcher-prise, même quand c'est difficile? Différentes pistes pour aider. C'est de se pratiquer finalement à distinguer finalement les situations.
sur lesquelles je peux avoir du contrôle, de celles sur lesquelles je n'ai pas de contrôle. Donc, ce qu'il recommande de faire, c'est de noter ces situations-là ou ces éléments-là dans un cahier. Fait qu'est-ce que j'ai du contrôle, puis qu'est-ce que j'ai pas du contrôle. Les éléments que tu as du contrôle, les situations que tu as du contrôle, puis à l'inverse, ceux que tu n'as pas de contrôle, puis quand que tu as besoin d'un petit refresh, puis de t'en rappeler, tu leur sors ton petit cahier, puis t'es comme, ok, ouais, c'est vrai. Puis la prochaine fois que tu vas avoir de la difficulté à accepter une situation, demande-toi, est-ce que je peux vraiment la changer, cette situation-là? Puis si c'est pas le cas, ça sert à rien de s'acharner, parce que au final, ce que ça fait, c'est que tu vas t'acharner sur toi-même constamment. Puis plus on se pratique à prendre conscience de ce qui se passe en nous, plus on construit des nouvelles habitudes, plus ça va prendre le pas sur les anciennes habitudes. Donc, c'est comme ça qu'on peut réussir à construire des nouvelles habitudes, des nouvelles stratégies qui nous aideront finalement à lâcher prise. Puis les questions à reformuler pour réussir à lâcher prise, j'ai plusieurs exemples super intéressants. Donc, au lieu de vous demander pourquoi les choses doivent-elles se dérouler ainsi, demandez-vous plutôt pourquoi est-ce que la manière dont je me sens devrait dépendre des conditions extérieures à moi-même. Donc, une façon différente de voir la situation, de voir le monde, changer sa perception, va t'aider à lâcher prise. Deuxième exemple, comment puis-je me protéger d'une situation difficile? À la place, demande-toi plutôt, qu'y a-t-il en moi qui a besoin d'être protégé? Pourquoi les autres n'agissent pas comme je le désire? Demande-toi plutôt, qu'y a-t-il en moi qui a besoin de contrôler la manière dont les autres agissent? Au lieu de vous inquiéter à propos de votre avenir, demandez-vous plutôt, n'y a-t-il jamais eu quoi que ce soit de bon qui soit sorti de l'inquiétude? Numéro 5, au lieu de demander ce qui ne va pas avec une personne lors d'un conflit, par exemple, demandez-vous, est-ce que ce que je ressens par rapport à cette personne m'apporte quoi que ce soit de bon et de constructif actuellement? Ensuite, au lieu de rechercher l'approbation des autres, demandez-vous, qu'est-ce qui est le plus important pour moi? Les applaudissements de la foule ou vivre une vie épanouie selon mes valeurs? Puis finalement, ce qu'il faut comprendre de ça, c'est que la seule chose que j'ai à changer, c'est ma réaction face aux différentes situations. Maintenant, j'ai un petit exemple à vous donner que j'ai pris du livre Le pouvoir du moment présent de Eckhart Tolle. Dans le fond, c'est une histoire, c'est pas une histoire en fait, là, c'est une petite situation, une petite métaphore sur la boue. Donc, être pris dans la boue pour nous aider à mieux comprendre ce que c'est le lâcher-prise. Donc, par exemple, tu es pris dans la boue, puis à quelque part pendant que tu t'en vas. Puis là, tu te dis, OK, je me résigne au fait d'être pris dans la boue. Mais il y a une nuance entre ça puis le lâcher-prise. La résignation, ça n'a pas rapport avec le lâcher-prise. Il n'est pas nécessaire que tu acceptes une situation indésirable ou désagréable. Puis il n'est pas nécessaire non plus que tu te racontes des histoires en disant ben, il n'y a rien de mal à être pris dans la boue. Au contraire, il faut reconnaître totalement que vous pouvez vous en sortir. Donc, c'est de ramener votre attention au moment présent sans mentalement l'étiqueter, la juger ou d'une autre façon quelconque. Ce qu'il faut faire, c'est de porter aucun jugement sur le présent, puis de ne pas rentrer en opposition, de ne pas rentrer dans une négativité émotionnelle, simplement accepter le moment tel qu'il est, puis après de passer à l'action, puis de tout faire ce qu'il faut en ton pouvoir pour te sortir de la boue. Fait que le but, c'est pas de te dire, bon ben ok, je suis dans la boue. Puis ça reste là, ça finit là. Ou c'est pas de te dire, ah ben non, mais c'est pas si grave là, tu sais, je vais rester positif, puis c'est tout.
Dans tous les cas, il se passera rien. Ce qu'il faut se dire, c'est OK, bon, là, qu'est-ce qui se passe? Sans jugement, sans étiqueter, comme ils disent. Juste de dire, bon, qu'est-ce qu'il y en a? J'ai 2 pieds dans le bout, puis c'est comme ça. Hein? À partir de là, que je reconnais que je suis pris dans le bout, mais je sais que je veux pas rester dans le bout. Fait qu'est-ce que je peux faire? Bon, ben, maintenant, je passe à l'action, puis je sais où est-ce que je m'en vais, puis je sors de la boue. C'est un peu ça. Fait que le but, c'est pas juste de s'apitoyer sur son sort, c'est pas de faire la victime ou juste de faire semblant que tu vis dans un monde de licorne. Hein. C'est juste qu'est-ce qu'il y en est, c'est quoi qui est arrivé, parfait, qu'est-ce que je fais. Puis enfin, ben, le lâcher prise dans les relations, ça c'est quand même quelque chose qui est pas facile, hein? Que ce soit familial, amoureux, amical. Les relations, c'est complexe, on va se le dire. Donc, c'est quoi les impacts du lâcher-prise? Ben, dans le fond, c'est que dans les relations, ça va vraiment venir modifier la relation en tant que telle. Si tu réussis pas à accepter ce qui est, ben, ça sous-entend que tu pourras jamais accepter les autres comme ils sont. Tu vas toujours juger, tu vas toujours critiquer, tu vas toujours étiqueter, tu vas toujours rejeter les gens ou essayer d'échanger. Fait que quand on n'accepte pas les autres comme ils sont, ben, soit on les intègre pas, soit on les rejette, soit on essaie de les changer. Toutes ces façons-là rentrent dans le fait qu'une personne est pas capable de lâcher prise. Puis ce que tu vas retirer d'une relation, c'est vraiment de nature primaire. Donc, soit ça va être un gain matériel, soit un sentiment de pouvoir, soit du plaisir physique ou une autre forme de gratification de ton ego. Puis quand tu commences à te chicaner avec quelqu'un, puis que tu rentres en conflit avec ton partenaire ou un proche, observe avant toute chose à quel point est-ce que toi, tu te sens sur la défensive quand que l'autre personne attaque ton point de vue ou ta position. Puis sens la force de ton agressivité quand toi, tu attaques la position de l'autre personne. Tu vas te rendre compte de beaucoup de choses. La non-résistance, c'est pas nécessairement synonyme d'inaction. Ça veut juste dire que toute action n'est pas forcément une réaction. Fait que voilà. Finalement, je termine avec ma petite partie personnelle du lâcher-prise que j'ai appris au cours de la dernière année en tant que maman. Donc, j'avais ma fille qui vivait des choses, puis elle n'est pas en mesure à 4 ans d'exprimer ce qui se passe en dedans d'elle. Puis moi, je suis sa mère, puis c'est ça ma job, d'essayer de la comprendre le mieux que je peux, puis de l'aider à se comprendre. Mais des fois, on comprend pas tout le temps, même si on est les parents, hein, on s'entend. Fait que j'ai fait des pieds, des mains, des tableaux, plein d'affaires. J'ai fini par aller chercher le livre Le Petit Pouls d'Amérique de Sarah Hamel pour mieux comprendre puis m'outiller en tant que maman auprès de ma fille qui était en réaction souvent, faisait de l'opposition aussi, c'était difficile au niveau de la routine, elle faisait beaucoup d'anxiété de séparation aussi à ce moment-là. Donc, je suis allée lire ça. Puis ce que j'en ai compris finalement, puis on est beaucoup dans le lâcher-prise aussi, selon moi, c'est que moi, là, dans le fond, je comprenais que quand ma fille était en crise, je me sentais vraiment impuissante. Je savais pas quoi faire. Tu sais, j'aimerais vraiment qu'elle soit tout le temps heureuse, tout le temps contente. J'aimerais ça qu'elle soit moins souvent en état de crise, puis moins longtemps. Mais c'est pour moi qui décide ça. Puis, en fait, c'est de se dire, c'est-tu vraiment grave? C'est plutôt ça. Tu sais, c'est de le normaliser, puis de laisser ça aller d'une certaine façon. Fait que, tu sais, dans le fond, moi, mon rôle en tant que parent, ben, c'est d'aller valider ses émotions, de l'accueillir dans ça, d'y laisser la place, l'espace et le temps de les vivre, de normaliser qu'elle a des émotions. Un enfant, même un humain tout court, ne peut pas toujours être heureux puis vivre de la joie. On vit de la tristesse, de la déception, de la frustration, de la colère, puis c'est toutes des émotions qui sont normales. Puis c'est notre job première d'apprendre à notre enfant que c'est normal de vivre de la colère puis de la tristesse. C'est juste de les accompagner dans ça puis de les éduquer sur la façon de le faire. Hein?
Puis, tu sais, dans le cadre de mon travail, moi, je travaille beaucoup avec la clientèle jeunesse. Souvent, les jeunes, ce qu'ils répétaient souvent, ce qui revenait, c'était que ils se sentent compris par moi en tant qu'intervenante. Puis c'est ça qui fait toute la différence dans la création de notre lien. Puis c'est ça qui fait toute la différence sur comment est-ce que je suis en mesure d'intervenir avec eux ou non. Donc, à partir de là, je me dis que c'est la même chose en tant que parent avec nos enfants. Même si ils n'ont pas besoin d'avoir des difficultés particulières, c'est juste la base des émotions, d'accueillir l'enfant là-dedans. Puis, c'est pas grave, ça c'est quelque chose qu'elle me fait comprendre dans son livre, ce n'est pas grave ni dangereux un enfant qui vit une crise, comme ce n'est ni grave ni dangereux pour nous en tant qu'être humain de pas bien aller. Ce qui est grave, c'est d'être seul là-dedans. Ce qui est grave, c'est de laisser son enfant traverser des émotions qui sont difficiles à gérer pour lui avec son petit cerveau immature. Quand toi, t'es supposé être là pour le soutenir, l'accompagner, puis l'accueillir, mais surtout d'être près de lui, puis d'être disponible. Puis d'attendre des fois juste que ça passe, puis c'est après que tu fais un bon retour avec lui pour l'éduquer, puis ça fait partie de ta job. Fait que c'est pas mal ça. Dans le fond, c'est que l'enfant, il a pas le choix de passer par là pour être guidé, puis apprendre à accepter puis réguler ses émotions sainement. Souvent, en tant que parent, on a la fâcheuse tendance à vouloir contrôler les états de nos enfants. Nous autres, ça ne tente pas qu'ils soient frus, fait que là, ben, on voudrait contrôler le fait qu'ils soient frus puis qu'ils soient plus frus. Mais juste d'arrêter de vouloir contrôler ça, puis quand il est fru, puis parfait, ok, ben je vois que t'es fru. Est-ce que tu veux m'en parler ou juste, garde, on va prendre le temps qu'il faut pour traverser ça ensemble. Puis de ne pas mettre de la pression, ça n'a jamais été bénéfique pour personne. C'est vraiment de s'assurer qu'il y a une connexion qui est sincère avec l'enfant, puis d'être disponible pour lui, comme je disais tantôt. Puis tu sais, j'aimerais ça vous donner un exemple aussi de ce que j'ai vécu cette semaine-là avec ma fille. C'est un exemple vraiment basique, mais qui peut venir concrétiser ce que je vous explique. Mais je m'en vais chercher ma fille à l'école, puis elle est assise dans l'auto en arrière, puis elle dit qu'elle a soif, elle dit qu'elle a faim. Puis tu sais, elle le dit, mais c'est comme, tu vois qu'elle est irritée, elle est comme, elle n'a pas de patience. Puis là, ben, moi tout, tu sais, j'ai ma journée dans le corps, puis je suis comme, ça m'agresse qu'elle soit comme ça. Puis là, je me suis arrêtée, je suis arrivée chez nous, je me suis arrêtée, puis là, je la voyais qu'elle était fâchée, elle était comme, je sais pas trop qu'est-ce qu'elle avait, puis là, je me suis dit, garde, la plus mature entre les deux, c'est qui? C'est moi. Ma fille est encore en apprentissage, puis elle est toute jeune. Mon travail, c'est de lui montrer, tu sais. Puis c'est de lui montrer aussi en le faisant, en lui montrant l'exemple. Fait que là, je fais juste m'arrêter. Je parle pas, je réagis pas, puis je la regarde, je dis, t'as eu une grosse journée aujourd'hui, hein, mon amour? Puis elle se met à pleurer. Puis elle me fait un signe de tête que oui. J'aurais pu rentrer en résistance avec ses réactions, puis continuer de me sentir agressée, puis de l'agresser moi aussi à mon tour. Mais ce que j'ai fait, c'est que j'ai juste accueilli en lui nommant une observation, une perception que j'avais, puis j'ai juste dit, t'as eu une grosse journée aujourd'hui, puis juste ça, elle s'est sentie accueillie, puis elle s'est mise à pleurer. Fait que je suis débarquée de l'auto, j'ai ouvert la porte, puis là, j'y avais demandé, ben avant de lui dire ça, j'y avais dit qu'est-ce qu'elle voulait manger pour souper. Elle voulait manger des saucisses, mais j'avais pas de saucisses à la maison, fait que là, j'ai proposé autre chose, ben elle voulait rien savoir. Fait que là, c'est ça, c'est là, quand j'ai dit, t'as eu une grosse journée, elle s'est mise à pleurer. Je suis débarquée de l'auto, je suis allée la voir, puis j'ai juste donné un câlin, puis je l'ai flatté dans le dos. Puis j'ai dit, je comprends que ça n'a pas dû être facile aujourd'hui. Puis c'est tout. Puis j'ai pas rien dit d'autre. J'ai juste attendu. Elle a pleuré un petit peu. Puis après ça, je lui ai réexpliqué la même chose. Je lui ai dit, tu sais, maman, elle a pas de saucisse pour souper, mais je vais te faire autre chose. Est-ce que ça te dérangerait? Sinon, regarde, on va trouver autre chose. C'est pas grave, je veux pas créer de conflit pour ça, là. Mais elle a dit oui tout de suite, puis elle était plus dans la résistance. Mais elle avait juste besoin de passer sa crotte, là, tu sais. Elle était en résistance tout court avec tout qu'est-ce qui se passait, avec tout qu'est-ce que j'aurais eu à proposer. Elle aurait été pas en opposition, mais elle aurait été en contradiction contre ça. Elle aurait été rigide parce qu'elle avait une émotion à passer. Puis j'ai juste permis de la vivre, puis tout de suite, ça allait déjà beaucoup mieux. Puis là, elle était plus irritable, j'étais plus agressée. Tu sais, c'est là que tu le vois, puis que tu le vis, que l'enfant, ben,
faut juste l'accueillir. Puis je sais que c'est pas toujours facile en tant que parent d'avoir nous aussi cette patience-là. Puis c'est normal. On est humain, puis on n'est pas juste des machines programmées à être parents et parfaits, là. Tu sais, c'est pas ça que je suis en train de dire, mais des fois, on se casse trop le basic, puis des fois, c'est juste de prendre le temps de s'arrêter 2 secondes, puis de penser avant de parler, puis de se dire comme, hey, je vois que mon enfant, il semble pas bien aller, je vais juste prendre le temps de, de comprendre, puis de le prendre dans comment il est en ce moment. Puis ça vaut pour toutes les relations dans une vie, que ce soit ton partenaire ou ta partenaire amoureuse, une amie, un proche de ta famille, peu importe. C'est, c'est vraiment ça qui va faire la différence aussi. D'arrêter de vouloir être dans le contrôle de l'autre, d'arrêter de vouloir que tout soit comme on voudrait au moment où on le voudrait. Puis tu sais, je suis la première là-dedans. Tu sais, c'est un défi d'une vie, là. C'est quelque chose qu'il faut travailler parce qu'au final, on se rend compte que on est toujours nous-mêmes contre nous-mêmes, puis en résistance contre nous-mêmes parce que on veut toujours que tout se passe comme on voudrait. On se met à se mettre de la pression, à vivre l'anxiété, puis c'est une roue sans fin. Fait qu'en tout cas, en espérant que tout ça va vous avoir aidé. euh, donc voilà, c'est la fin de mon podcast. Donc merci beaucoup d'avoir écouté tout ça. Ça faisait déjà un peu plus d'1 an que j'avais pas fait d'enregistrement, donc je vais essayer de me remettre la main à la pâte. Donc sur ce, je vais vous souhaiter une belle semaine, puis de travailler fort sur qu'est-ce que vous voulez travailler pour améliorer votre vie. Donc voilà, merci.